Et bonjour à tous, vous êtes bien dans le ZCL News. Nous sommes mardi 28 novembre et nous serons ensemble jusqu'à 14 h. On va recevoir différents invités, dont Aline Mugerin qui est déjà sur le plateau pour sa chronique En nous prend tant Gardez-nous. Bonjour Aline. Bonjour. Qui n'est pas seule aujourd'hui, qui va être avec Karine Gabon, plasticienne guadeloupéenne multidisciplinaire. Bonjour. On aura l'occasion de revenir vers vous. On va recevoir aussi Chantal Couchy et Corinne Glandor qui vont nous parler de la nuit du shopping sur Basse-Terre, ainsi que Bruno Lada qui est président de l'Union des commerçants de Basse-Terre, donc sur un événement qui aura lieu ce week-end. On parlera avec Barbara Montpierre de sa chronique À la rencontre de soi. Elle aura Lisa Dulac qui est présidente de l'association Autour de Maman. Elles parleront de la monoparentalité. Il sera aussi question de faire face avec Miguel d'Auvergne qui parlera de sa tragédie d'amour. Donc voilà pour les invités du jour. Au niveau de l'actualité, on a différents sujets, notamment la violence intrafamiliale, donc le lancement des ateliers en lien avec cette thématique organisée par le département, donc un réseau qui est en train de se mettre en place. Il s'agira aussi de la semaine de l'entreprise à l'école et justement des différents ateliers étaient proposés à Saint-Claude au lycée. L'occasion de revenir sur cette semaine et de sensibiliser les collégiens et lycéens au monde du travail. On parlera aussi parentalité sur Petit-Bourg dans le cadre des semaines de la parentalité. Différents événements ont lieu sur tout le territoire et notamment sur Petit-Bourg, et on reviendra sur Ontiziédou, donc un événement qui a été réalisé par le département pour rendre hommage à Anzala. Voilà pour les titres. On va démarrer par le lancement des ateliers du VIF, donc violence intrafamiliale, qui a été mis en place par le département. Ce réseau est l'occasion de mettre en commun les moyens entre les différents acteurs du secteur, de façon à avoir une lutte plus efficace pour les violences faites aux femmes. On va voir justement un reportage de Charlie Dagonia. Il s'agit pour nous non seulement de venir en aide aux victimes, aux auteurs, mais à tout l'environnement qui peut être aussi impliqué dans cette difficulté-là, notamment les enfants. Vraiment, la collectivité prend cette problématique particulièrement à cœur, et en mettant en place le réseau, pour nous, c'est d'arriver à construire l'intégralité des pistes de solutions qui existent déjà, mais qui ne sont pas connues du public. Et quel intérêt pour nous d'avoir des solutions qui ne sont pas communiquées? Et là, on fera vraiment appel à vous, en qualité de presse, à plusieurs étapes de l'avancée du chantier, pour communiquer sur là où nous en sommes et quelles sont les pistes de solutions que nous pouvons encore construire, parce que beaucoup de choses ont déjà été faites, mais les choses sont à améliorer pour une meilleure réponse aux personnes victimes de violences intrafamiliales. Les femmes en particulier, ce sont les plus concernées par pas concernées, mais ce sont d'abord les femmes qui font la démarche. Rares sont les hommes qui font la démarche de signaler qu'ils peuvent faire l'objet de violences intrafamiliales. Mais néanmoins, on commence à constater, grâce à l'action des associations, bon nombre d'hommes commencent à se rendre vers ces associations pour faire état de leurs difficultés. Donc, d'où l'intérêt, nous ne pouvons pas, considérer le problème par simplement le prisme de la femme. C'est vrai que les femmes sont principalement victimes, mais aujourd'hui, nous avons autant de victimes chez les hommes. Nous avons, pour le département de la Guadeloupe, on considère à peu près de 28% des femmes qui font l'objet de violences intrafamiliales. L'objectif, c'est de créer une maison des femmes. Pourquoi une maison des femmes? Parce que, au-delà de la coordination et de l'articulation de l'ensemble des actions qui sont déjà mises en œuvre, il appartient aussi d'avoir un lieu d'accueil, un accueil spécifique à l'attention des personnes victimes. Parce qu'on mesure à quel point de faire la démarche de signaler qu'on est victime, c'est extrêmement difficile. Donc tous les moyens doivent être mis en œuvre pour permettre aux gens de faire connaître leurs difficultés afin de leur apporter des solutions. Il y va, j'ai envie de vous dire, de la cohésion de la famille guadeloupéenne.
Ce réseau vif donc devrait permettre de protéger les victimes au mieux, les victimes de ces violences. Voilà. C'est la semaine de l'entreprise à l'école et justement dans le but de sensibiliser les collégiens, les lycéens au monde économique et professionnel, un thème a été retenu et pour permettre d'accompagner l'excellence à la fois dans nos métiers, d'engager la jeunesse dans la découverte de ce monde qui est parfois peut être un peu mystérieux, celui de l'entreprise, de ses enjeux et des métiers possibles. On voit un reportage d'Olivier Félix. Très important pour l'UDE MEDEF de pouvoir participer, d'être acteur de cette 24e édition de la semaine école-entreprise. Pourquoi? Parce que nous avons besoin aujourd'hui d'assurer l'avenir, c'est-à-dire de pouvoir rencontrer les jeunes et au-delà de cette rencontre, de vraiment leur donner cette étincelle, c'est le terme que j'emploie, sur l'entrepreneuriat, de manière à ce que chacun sache également qu'il y a cette possibilité de pouvoir créer sa propre entreprise et ainsi de pouvoir participer à l'économie et aussi à l'épanouissement personnel de chacun. Là où je suis très heureux, c'est que sur tous les ateliers, enfin la plupart des ateliers que nous avons visités ce matin au lycée du Charmois, à chaque fois, j'ai posé la question aux jeunes de savoir quels sont ceux qui souhaitent monter leur entreprise et on voit qu'on a une majorité de jeunes qui vont être sur ces sujets-là. Donc je pense que c'est très important, très intéressant et ça donne une visibilité plus importante pour l'avenir. Effectivement, c'est quelque chose d'important pour nous puisque nous formons des jeunes sur des métiers porteurs d'emploi et le partenariat avec les entreprises est chaque jour vivant dans cet établissement. Il y a un partenariat réussi et nécessaire puisque finalement lorsque nous formons les jeunes, nous les formons pour leur futur emploi. Donc le lien avec l'entreprise est vraiment fondamental. Nous travaillons évidemment ici, on le voit avec l'UDE MEDEF, avec la CCI, avec la CPME, c'est-à-dire tous les acteurs du monde de l'entreprise sont pour nous fondamentaux. Sur la semaine école-entreprise, c'est plus de 300 élèves qui vont participer à différentes activités, différentes présentations de différents métiers, aussi bien sur l'éolien que sur les métiers de l'aéronautique. On travaille également avec une association qui s'appelle Odyssée qui redonne confiance à des jeunes qui étaient un peu sur le côté et qui sont, grâce à cela, réinsérés au sein des établissements et croient beaucoup en eux et donc ont la capacité de monter leur entreprise. Donc oui, pour nous, MEDEF, UDE MEDEF, c'est absolument important et structurant de permettre à ce que tout au long de l'année, on ait des activités et des actions qui donnent envie aux jeunes de pouvoir monter leur entreprise. Je peux donner l'exemple, il y a des gens qui m'ont donné l'exemple, donc ça m'a permis d'arriver ici jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais justement donner cet exemple, faire part aux jeunes de ma petite expérience pour pouvoir les aider au mieux, les guider dans le parcours professionnel qu'ils ont choisi. Ces formations sont très bénéfiques pour les jeunes, ce sont aussi souvent, et on le voit dans la motivation des jeunes, des métiers de passion. Beaucoup se dirigent ensuite dans l'idée de créer leur propre entreprise, mais c'est un constat que l'on fait dans la voie professionnelle, c'est que nous avons beaucoup de créateurs d'entreprises, au départ des petites entreprises qui peuvent évidemment grandir. Donc c'est une voie qui est passionnante. Cette semaine de l'entreprise donc dure jusqu'au 1er décembre. On va revenir maintenant sur notre plateau avec Aline Mugerin et sa chronique En nous prend tant, gardez-nous. On voit le générique. Alors bonjour Aline, bienvenue. Donc bonjour, tu n'es pas venue seule. Merci. On aura l'occasion de revenir avec ton invité, mais déjà on va parler aujourd'hui de l'impact des jeux vidéo sur la vision. Absolument. À l'approche de Noël, j'ai voulu aborder le thème des jeux vidéo puisque c'est vrai que ça fait partie des cadeaux qui sont dans la charrette du Père Noël. Oui, et donc c'est pour ça que c'est important pour nous de pouvoir en parler. Et donc voilà. Et donc en fait souvent on dit que les jeux vidéo ils impactent sur la santé, pas forcément de la façon la meilleure, on va dire, sur le cerveau, sur parfois le stress, ça peut engendrer du surpoids, etc. etc. Est-ce que il pourrait y avoir des effets bénéfiques sur les yeux? Alors, avant de répondre à votre question, je vais d'abord revenir sur ce qu'est une bonne vision. D'accord.
Alors, avoir une bonne vision, c'est déjà avoir une bonne acuité visuelle, c'est-à-dire pouvoir voir net de façon le plus confort possible, tant en vision de loin qu'en vision de près. Et donc sans effort. La deuxième chose, c'est de pouvoir avoir cette notion de mouvement, cette notion de contraste. Et à partir de là, on peut parler de bonne acuité visuelle, de bonne vision. Quand on revient donc au niveau des jeux vidéo, donc dès l'instant où on parle de jeux vidéo, on parle de performance, on parle de score, on parle de plein de choses. Et donc, ça sollicite forcément le besoin de devoir voir rapidement, capter des informations de manière rapide qui puissent s'afficher sur l'écran. Donc, ce qui met en place, en fait, le regard est obligé de se poser à tous les endroits de l'écran, donc un mouvement. Et donc, ça sollicite forcément les muscles oculomoteurs. Donc, ça stimule notre vision du mouvement et donc forcément notre vision spatiale. Donc, oui, dans ce sens-là, les jeux peuvent avoir un effet bénéfique. D'ailleurs, en 2015, il y a 2 sociétés canadiennes qui se sont associées de manière à pouvoir faire un jeu, spécialement un jeu thérapeutique, un jeu à but thérapeutique. C'est le premier jeu à but thérapeutique qui s'appelle le Did Rush. Alors, pas très jeu vidéo, mais en tout cas le Did Rush, qui permet en fait de traiter tout ce qui est amblyopie. Qu'est-ce qu'on entend par amblyopie? C'est souvent le syndrome de l'œil fainéant. C'est-à-dire que quand on a 2 yeux qui ont des acuités très très différentes, on a un œil qui voit très bien, un œil qui voit très mal. Souvent, le cerveau élimine l'œil qui voit très mal et donc on l'appelle souvent l'œil fainéant. On le voit souvent pour les petits-enfants où on va mettre des pansements sur l'œil pour pouvoir faire travailler l'œil qui est un petit peu plus faible. Et donc, ce fameux jeu qu'ils ont mis en place, cette application, permet de faire fonctionner les 2 yeux en même temps et de donner des indications au cerveau de manière à ce que les 2 yeux et même l'œil qui est un peu plus faible puissent recommencer à être pris en compte dans le système visuel. Donc en fait, c'est utiliser les écrans de façon bénéfique, thérapeutique. Et, voilà. Et d'ailleurs, ce jeu est proposé sous ordonnance, serait géré que par des professionnels de santé. Donc ça, c'est que au Canada ou bien on peut trouver... Alors, pour le moment, ça s'est passé en 2015, mais ça reste encore expérimental et c'est pas encore totalement démocratisé, mais en tout cas, ça existe. Et de plus en plus, il y a des jeux qui sont créés dans le but thérapeutique. Mais c'est souvent conduit par une demande médicale, par un processus médical, et ce sont souvent des médecins ou des orthoptistes qui accompagnent généralement l'utilisation de ces jeux. Cependant, oui, j'imagine bien cependant, on sait que passer trop de temps sur les écrans, oui, ça peut abîmer en fait. C'est nocif, oui. C'est nocif et ça peut être très dangereux et voire responsable de problèmes, de troubles visuels relativement graves. D'accord. Quel type de... Voilà. Quel type de symptômes ou de maladies ça peut développer? Alors, quels sont déjà les impacts qu'on aura? Donc, l'utilisation des écrans devient forcément un préjudice dès l'instant où nous ne limitons pas notre temps d'écran. Et donc, il y a tout ce qu'on appelle déjà cette fameuse lumière bleue qui va venir impacter la rétine. Donc la lumière bleue des écrans. La lumière bleue qui est donc générée par les écrans. Alors, qu'est-ce qu'on entend par écran? C'est tout. C'est les portables, c'est nos smartphones, c'est le téléviseur. On n'y pense pas souvent, mais notre télévision, tous les écrans qui impactent notre vie au quotidien. Et donc, tous ces écrans-là génèrent ce qu'on appelle cette fameuse lumière bleue, la lumière HEV, lumière à haute énergie visible, qui va impacter notre rétine et qui va créer des lésions au niveau de la rétine. Alors, ça se fait petit à petit. Ça ne se fait pas d'un coup, ça se fait petit à petit. C'est comme une érosion, comme l'érosion d'un système, petit à petit. Et on ne le voit pas forcément dès le départ, mais au fur et à mesure de ces expositions excessives, on a des cellules qui sont abîmées, qui ne se régénèrent pas et qui, à la longue, peuvent nous amener jusqu'à la cécité.
Ah oui. Alors, ça fait partie des premières choses qu'on a notées et qu'on surveille de manière très particulière. Les autres symptômes qu'on va voir plus régulièrement, et de façon plus évidente, c'est des tiraillements, des picotements, des yeux qui piquent, qui grattent. On peut avoir de la sécheresse oculaire parce que quand on a les yeux fixés sur l'écran, ben, l'œil cligne moins, l'œil va cligner un peu moins. D'accord. Et ce fameux clignement qu'on a au niveau des yeux permet d'hydrater notre cornée. Donc, dès l'instant où l'œil va moins cligner, ça peut créer des sécheresses oculaires. Donc, des maux de tête, de la fatigue visuelle et d'autres symptômes, dont tous ceux qui muscles, les troubles musculaires au niveau du dos, des épaules, etc. D'accord. Ce sur lequel aussi on est particulièrement interpellé par rapport à ces écrans, c'est cette montée grandissante de la myopie. C'est-à-dire qu'on note de manière particulière, on note qu'il y a de plus en plus de personnes, et singulièrement les jeunes personnes, qui sont atteintes de myopie. Oui, parce que la myopie, c'est plutôt à un âge avancé quand même. La myopie peut déjà se positionner dès la petite enfance. D'accord. On peut être myope, on peut naître myope, puisque ça peut être génétique. Et souvent, justement, cette utilisation excessive des écrans, des activités prolongées en vision de près, surtout quand elles ne sont pas compensées par des activités extérieures, sont des facteurs qui favorisent et développent l'effet de la myopie. Est-ce qu'on peut limiter justement les effets de ces jeux vidéo? Enfin, j'imagine en supprimant complètement, mais... Alors, la première des choses, c'est limiter le temps d'exposition. Et je vous dirais que le temps d'exposition varie en fonction de l'âge. D'accord. Alors, la première des choses, c'est que avant 3 ans, le Conseil de l'audiovisuel recommande de ne pas exposer un enfant face aux écrans. Avant 3 ans, normalement, je le dis bien fort, avant 3 ans, pas d'écran pour les enfants. Alors c'est vrai que certaines fois, pour pouvoir patienter, pour pouvoir occuper l'enfant, on lui tend un portable. Pas d'écran pour un enfant avant 3 ans parce que les yeux ne sont pas encore suffisamment formés pour filtrer justement cette fameuse lumière bleue. Entre 3 et 6 ans, il faudrait compter 40 minutes maximum d'écran pour un enfant. Ça veut dire pas plus d'1 heure. Entre 0 et 6 ans, 40 minutes. Entre 6 et 10 ans, à peu près 1 heure d'écran par jour. Je ne parle pas dans la matinée, 1 heure d'écran par jour. Et quand on parle d'écran, on parle de smartphone, on parle de télévision, on parle de tous les écrans qui nous entourent. À partir de 10 ans, il faut compter au maximum 3 heures d'écran par jour. Sachant que l'œil d'un enfant commence à être totalement formé à partir de 12 ans. Donc c'est à partir de cet âge-là qu'il a à peu près les capacités de pouvoir filtrer au mieux toutes les agressions qu'il a, à savoir les UV, la lumière bleue, etc. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas une façon de supprimer cette lumière bleue ou des lunettes pour anti-lumière bleue? Je ne sais pas. Alors, la première des choses, oui, les fameuses lunettes de lumière bleue existent, anti-lumière bleue. Mais je dirais, mais même pour les adultes, parce qu'on parle des enfants. Et c'est vrai qu'on a focalisé sur les enfants aujourd'hui. Avec l'approche de Noël, ils ne m'ont pas beaucoup aimé, je suis désolée. Mais c'est vrai que c'est tout simplement une gestion. On ne dit pas de jeux vidéo, je m'entends, je ne suis pas en train de dire pas de jeux vidéo, mais une gestion différente de l'utilisation de ces jeux et de ces temps d'exposition. Pour les adultes, c'est pareil. Nous sommes aussi soumis à des écrans par rapport à notre travail, par rapport à nos activités de façon générale. Donc c'est déjà se prendre au moins 5 à 10 minutes toutes les heures pour pouvoir rester sans écran. C'est-à-dire si on a une activité qui nous demande effectivement de devoir travailler sur écran, mais on s'accorde à peu près 5-10 minutes chaque heure et on fait une autre activité qui nous permet de nous séparer un petit peu de l'écran. La deuxième chose, c'est que quand on utilise l'écran, lever la tête,
tous les quarts d'heure à peu près 20 secondes, regarder à peu près à 5-6 mètres, 20 secondes, et se reconcentrer sur son écran. La troisième des choses, c'est gérer l'exposition et la luminosité de l'écran. Souvent, on a tendance, pour augmenter le contraste, à vouloir diminuer la lumière ambiante et augmenter le contraste de l'écran. Ben, c'est être en surabondance justement par rapport à l'exposition de la lumière bleue et donc diminuer donc ce contraste en gérant la luminosité extérieure et la distance face à l'écran. Et puis comme vous l'avez dit, ben, ce sont ces fameuses lunettes anti-lumière bleue qui existent et on trouve ça ici. Ben oui, et on les trouve naturellement chez qui? Bien chez les opticiens. Et qui plus est, par exemple, et chez Aline. Oui. Et donc, donc, il y a plusieurs types de lunettes. Donc, vous avez donc un certain nombre de lunettes qui ont ces fameux traitements que nous proposons donc en magasin. Et c'est important de les acheter en magasin. Et pourquoi je dis en magasin? Parce que c'est vrai qu'il y a pléthore de lunettes qui sont proposées sur les écrans, sur le net, mais certaines fois, elles ne filtrent pas correctement la lumière bleue. Parce que dans la lumière bleue, il y a la lumière bleue bénéfique et la lumière bleue nocive dont on parle. La bénéfique, c'est celle qu'on a de façon générale, le ciel bleu, qui nous permet d'avoir la bonne humeur, qui nous permet de nous réveiller, qui gère notre cycle de façon générale. Cette lumière-là, elle est nécessaire et obligatoire. D'ailleurs, quand le temps est gris, on se rend compte que généralement, au niveau de l'humeur, au niveau de l'humeur, ça perturbe un peu notre humeur. Donc cette lumière bleue est nécessaire. Mais il y a une autre partie de ce spectre lumineux, qui est la lumière que je disais à haute énergie, et cette lumière-là, il faut qu'elle soit bloquée par des lunettes anti-lumière bleue. Donc vous pouvez avoir des loupes de lecture avec la lumière bleue, vous pouvez avoir des lunettes juste de repos, vous pouvez aussi avoir des lunettes sans correction, parce qu'il y a par exemple un enfant qui va justement peut-être utiliser l'écran, mais ça serait peut-être utile de lui mettre au moins cette protection déjà, cette protection pour pouvoir déjà protéger. Et puis naturellement, dès l'instant on a une correction, que ça soit la myopie, l'hypermétropie ou des progressifs, donc pour les presbytes, toute lunette peut être adaptée avec des lumières bleues qui vous seront conseillées donc par votre opticien. D'accord, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, est-ce que vous avez une actualité à Opticaline? Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir chez moi Madame Karine Gabon, qui va porter la 4e édition de l'Art de voir. L'Art de voir, c'est un concept que nous avons mis en place, ça fait maintenant 5-6 ans, je ne compte plus les années, et où nous avons l'occasion d'accueillir des artistes en magasin qui sont en résidence. Et donc, ils ont l'occasion d'exposer au magasin. Le magasin se transforme en galerie d'art, et nous accueillons donc les artistes qui nous font le plaisir de nous faire découvrir leur univers. On a eu l'occasion de recevoir Anaïs Verspan, on a eu l'occasion de recevoir Thierry Lima, et on a eu l'occasion dernièrement de recevoir Monsieur Nabajot, qui m'a donné de découvrir Madame Karine Gabon, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui chez Opticaline. Alors, bonjour Karine Gabon, donc bonjour. Vous êtes plasticienne. Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt pour cet événement qui est l'Art de voir? Alors d'abord, Aline vient de le mentionner, c'est Antoine Nabajot avec lequel je suis en contact, qui m'a parlé de ce lieu qui est assez extraordinaire. Donc je suis venue voir l'un des événements qui a été organisé dans le showroom d'Opticaline. Moi j'ai été très séduite, d'une part parce que le showroom est très travaillé. Je suis très sensible aux endroits qui accueillent du public et qui mettent vraiment l'accent, je dirais, sur leur bien-être et aussi sur l'esthétisme. Et d'autre part, ce qui m'a évidemment intéressée, c'est la corrélation qu'il y a entre des œuvres d'art et l'espace en question. D'autre part, ce qui m'a plu, c'est la pertinence, je dirais tout simplement, du concept que développe Aline, c'est-à-dire l'art de voir. Pour un artiste plasticien, ça veut dire énormément de choses, parce que c'est vrai que Aline, tout à l'heure, elle a parlé avec énormément de passion et de professionnalisme de son métier. Nous, les artistes plasticiens, effectivement, quand nous produisons des œuvres, nous sommes en train de donner à voir au public une certaine vision de notre monde ou bien du monde. Et donc, par rapport à cela, le fait de découvrir le lieu
où Aline est en train de proposer ses œuvres d'art. Après, les choses se sont faites naturellement. Moi, je lui ai parlé de mon admiration. Elle a essayé de me connaître un peu. Je lui ai montré quelques réalisations plastiques que j'ai faites. Et puis, je dirais que les choses se sont faites naturellement. C'est-à-dire qu'elle me disait qu'il y avait donc bientôt une 4e édition, qu'elle essayait de décider un peu quelle orientation elle donnerait à cette orientation-là. Après, bon, je crois que l'artiste tout simplement a fait le travail. C'est-à-dire que l'art de voir, ça m'a tellement parlé que je lui ai proposé une thématique. D'accord. Donc en fait, la thématique qui... Est-ce que c'est du coup des pièces que vous avez faites spécialement pour cette édition-là, ou bien c'est des choses que vous aviez déjà réalisées? Alors, dans le cadre de l'art de voir, donc pour Opticaline et chez Aline, j'ai préféré produire une série spécifiquement pour l'espace. D'accord. D'une part par rapport au thème que j'ai appelé Troisième œil. D'accord. D'une part. Et d'autre part parce que il y a des œuvres, je crois, qui sont tout à fait adaptables à certains espaces, mais il ne faut pas, je crois, perdre de vue un aspect qui est impératif. L'œuvre ne se lit pas n'importe où, n'importe comment. Il y a des conditions scénographiques qui sont basiques, hein. Ça peut être l'éclairage, ça peut être le fond de lecture, et puis ça dépend aussi de ce que va dégager l'œuvre et comment elle a été conçue. Et justement, je reviens à ce que je disais, chez Aline, ça me convenait. Et par rapport à, je dirais, à des éléments d'éclairage, comme je vous disais, qui sont très travaillés, et parce que le lieu m'inspirait tout simplement. L'art de voir, mais l'art de voir quoi? Et l'art de voir comment? Et donc là, à ce moment-là, dans la série que je propose, que j'ai intitulée Troisième œil, j'accueille et j'invite en fait le public qui côtoie Opticaline, mais peut-être un public aussi plus large, qui ne connaît pas encore cet espace, de venir voir une proposition, ou du moins des questionnements que je me pose par rapport à cet art de voir qui, en finale de compte, est un art de voir intérieur, plus intuitif. Voilà. D'accord. Donc ça donne en tout cas envie d'aller voir cette exposition. Et donc ça aura lieu à partir de... Alors le vernissage aura lieu le samedi 9 décembre à partir de 15h au magasin. Et c'est vraiment l'occasion de faire côtoyer les œuvres de Karine avec les lunettes que nous avons au magasin, qui sont souvent des lunettes de créateurs aussi. Et donc ce sont deux mondes qui se rejoignent. Et qui fusionnent en fait, hein, parce que toutes les fois où nous l'avons fait, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, et je sais que cette édition sera encore pleine de belles surprises et pleine de belles choses. Donc nous invitons donc tout le public, hein, toutes les personnes, singulièrement nos clients à venir, et plus largement toutes les personnes qui sont sensibles à l'art, qui sont sensibles aux belles choses tout simplement, de venir passer un moment avec nous. Donc le 9 décembre à partir de 15h. Sera visible après le 9 décembre? Absolument, oui. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Karine est un résident chez nous. Quand on parle de 4e édition, Karine est un résident chez nous jusqu'au mois de juin. Donc, son exposition sera visible jusqu'à la fin du mois de janvier, donc il faut venir rapidement. Alors, c'est une occasion pour nous de donner de la visibilité, mais les œuvres aussi peuvent faire l'objet d'achat. Donc, Vinba Artisla Fosla, ça c'est important aussi, parce que c'est un peu cette démarche-là aussi que nous avons de soutien et d'accompagnement aussi au niveau de nos artistes. Et puis, elle aura encore plein de belles choses à nous faire découvrir dans son univers. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Un petit mot pour terminer. J'ai fait pour garder. Alors, j'étais en cousier, assis travaille à Karine Gabon. Bon, on viendra avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. On va enchaîner avec notre première pause publicitaire. On revient tout à l'heure. Voilà, nous sommes sur la deuxième partie du ZCL News et nous avons déjà sur le plateau donc Chantal Couchy qui est chargée de la communication de Carte Baudot, bonjour, ainsi que Corinne Glandor qui est présidente de l'association Carte Baudot. On va parler tout à l'heure de la nuit du shopping sur Basse-Terre ainsi que des vendredis nocturnes sur Basse-Terre aussi, on reviendra tout à l'heure dessus. On revient sur l'actualité et l'actualité parle de parentalité, c'est la semaine de la parentalité sur
sur Petit-Bourg, justement dans le cadre de ces semaines qui sont organisées depuis le 16 novembre jusqu'au 2 décembre. Différentes actions ont eu lieu sur tout le territoire et sur Petit-Bourg étaient organisées des rencontres de façon à mettre en lumière les activités entre parents et enfants, mère-fille justement, de façon à travailler sur la valorisation de ces relations, comment soutenir les parents. On va voir un reportage d'Olivier Moradel. Cette semaine de la parentalité s'inscrit dans le cadre des semaines de la parentalité qui a été orchestrée en fait par la Caisse d'allocation familiale dont on est partenaire puisque nous avons signé en juillet 2021 un contrat global de territoire qui nous permettra de mettre des actions en place pour les parents, pour les jeunes. Donc il nous était important en fait de pouvoir participer à cette semaine pour pouvoir montrer comment la ville de Petit-Bourg souhaite accompagner les parents. Nous aurons des actions telles que des groupes de parole et d'échanges avec des professionnels de santé et des parents autour du connaître Valéa. C'est autour de l'estime de soi. Nous aurons des ateliers mère-fille sur l'estime de soi. On a une coach familiale, Huguette Augustin, qui est très pointue sur la question. Et donc, elle sera là avec des parents donc, pour animer donc, ce temps d'échange. Il faut savoir que la parentalité, l'accompagnement à la parentalité, c'est soutenir le parent dans ses compétences parentales. Donc, nous le faisons déjà avec plusieurs activités. Je prendrai l'exemple tout simple des accueils de loisirs. Lorsqu'on permet à des enfants de sortir dans le cadre familial, de pouvoir avoir des activités, c'est pouvoir soutenir le parent. C'est dans ce cadre-là qu'il est important pour nous, en fait, de pouvoir mener des actions, que ce soit de l'animation, du conseil, du loisir, puisqu'on aura des ateliers parents-enfants. Donc c'est important que le parent puisse se retrouver avec son enfant. C'était pour nous important de pouvoir faire un package en fait de toutes ces actions qui vont permettre aux parents de s'épanouir et d'accompagner leur enfant dans la vie d'adulte. Faire en sorte que les enfants de Petit-Bourg soient des adultes épanouis en fait. Voilà. Voilà, pour sa 3e édition, Antiziedou a eu lieu sur la commune des Abîmes. Le département rendait hommage à Yvon Anzala, qui est une figure du patrimoine guadeloupéen, chanteur et tambouillé. Après Ernest Pépin et Léna Blou, ces moments sont l'occasion de mettre en lumière les figures de nos artistes et de nos du patrimoine guadeloupéen. On va voir un reportage de Vianney Valverde qui était justement sur cet événement. 3e édition Antiziedou, c'est un concept que nous mettons en place l'année là ça pour honorer tout le monde à la Kilti, tout artiste, quel que soit le domaine d'intervention, mais qui portait pour le pays là. Nous avons l'occasion de faire avec Pépin, nous faisons avec Léna Blou, et soit là c'est Anzala. Tout Guadeloupéen connaît Anzala, ça a déjà fait. Il y a 50 ans qu'il a fait musique, mais Anzala sont beaucoup de des gros cas qui montrent des paroles. Mais quand ils interviennent dans tout type de musique, on peut danser zouk aussi si Anzala, on peut danser slow et bolero si Anzala. Donc pour moi c'est un très grand plaisir et une très grande joie d'honorer Jodla. Figure emblématique du Goka, patrimoine en nous, sont longtemps, 51 ans, et on l'a dit tout à l'heure, que Anzala a chanté, qu'à mettre Goka devant, et d'après moi, c'était important, que je dis là, le conseil départemental, mettre devant, on met cas, on monde qui mène Goka à aller au équipe au fin, d'après 114, d'après les projets qu'il y a aussi, et donc, moi, derrière longtemps manier, nous pouvons manier, donc vraiment, et c'est beaucoup de reconnaissance qu'aujourd'hui on reçoit Anzala et on lui offre ce moment de gratitude et ce Antiziedou. Je remercie le département de découvrir mon soir là. Puis honoré pour ça j'ai fait en musique parce qu'en ça j'ai fait un travail en musique. J'avais 35 albums en solo, sans des chansons à chanter. Et
Et ouais, très content de l'invitation. Ils ont invité moi, et moi j'ai invité tout le peuple moi, voilà, ouais, tout le peuple assemblé. Et bien, très content. Image qu'a fait mais moi songe quand moi pays disait nous parle tout le monde allez derrière au fait final c'est la juge quand tu regardes dans le film c'est hein à part là on y l'aime bien non présenter la main de à la répite I just always move to the left, move to the right, and it's some music. It's music, but it's keeping. Voilà, on est de retour sur le plateau et justement on va enchaîner avec nos invités qui vont nous parler de la nuit du shopping, donc avec Corinne Glandor, présidente de Carte Baudot, bonjour. Bonjour. Ainsi que Chantal Couchy, donc qui est chargée de la communication de Carte Baudot. Alors peut-être qu'on peut commencer par expliquer qu'est-ce que c'est Carte Baudot. Non, alors ce serait plutôt à la présidente. Alors Carte Baudot, c'est une association d'artisans et de commerçants qui regroupe des acteurs économiques dans le sud Basse-Terre, Basse-Terre et le sud Basse-Terre. Donc cette association a pris naissance en 2015, mais les nuits du shopping ont commencé en 2014. Donc c'est à la suite du succès des nuits du shopping de 2014 qu'on a créé l'association Carte Baudot. Donc il faut savoir qu'à l'époque on était déjà dans l'innovation parce qu'on a réfléchi, on a pensé à permettre aux gens de magasiner à des horaires décalés. C'est une manifestation qui se fait bon, maintenant on fait la journée, mais en principe c'était l'après-midi à partir de 18h jusqu'à 0h. Et pendant tout l'horaire, il y avait du monde dans les magasins. Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, jusqu'à minuit. Et donc ça a permis aux commerçants de rebooster leur chiffre d'affaires. Et donc voilà, et ça a bien pris à Basse-Terre. Et maintenant, le sud Basse-Terre, la Guadeloupe, les gens adhèrent aux nuits du shopping. Donc l'objectif c'est vraiment de redynamiser en fait l'économie, enfin de stimuler en fait. Voilà, c'est ça, c'est de rendre notre quartier, je dirais, parce que maintenant on n'était qu'à la rue Baudot, mais maintenant on est aussi à la rue du Docteur Cab, Pita, Chelcher, un peu de Maurice Marie-Claire, et on a aussi au niveau du Couvre-Olivos, voilà. Donc c'est redynamiser la ville, permettre au commerce d'avoir des horaires décalés de manière à avoir plus de clients, c'est de mettre en place de l'animation, parce que c'est une manifestation économique, c'est pas une manifestation culturelle, c'est-à-dire que les gens viennent shopiner mais dans une ambiance festive. Donc vous savez, les gens consomment beaucoup plus pendant les fêtes, donc quand les gens sont heureux, les gens achètent beaucoup plus. Donc on a pensé à ça et on a mis en place avec bien sûr l'accompagnement du Grand Sud Caraïbes, le service développement économique, et on a mis en place cette manifestation. Et depuis ça fonctionne très bien. Donc on a un village. On a un village artisanal et commercial. Madame Couchy va vous détailler un peu tout ce qu'il y a, mais c'est vraiment une animation économique qui permet aux artisans et aux commerçants de rebooster leur chiffre d'affaires et de mettre en avant, on sert de vitrine aussi aux petits commerçants, aux petits artisans. Donc voilà, c'est un peu le but de notre manifestation. Donc en fait, ça permet une coopération, une cohésion aussi par rapport à tous les commerces. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça permet aussi, comme on dirait en créole, un lionnage entre les commerçants de la ville. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir un aperçu du programme, puisque justement elle a parlé d'animation, de village, est-ce qu'on peut développer? Alors déjà il faudrait savoir que le thème qui a été choisi cette année c'est l'élégance, Basse-Terre capitale de la mode, manifeste de l'élégance et du bien-être. Donc nous on a trouvé que c'était intéressant de mettre en avant ce type de thème parce que les boutiques de Basse-Terre sont vraiment très belles,
très élégante. Il faut vraiment venir chopiner, il faut vraiment venir nous découvrir parce que c'est vraiment, les commerçants n'attendent que ça pour vous montrer les nouvelles collections. Et on s'est aperçu que l'élégance, c'était inné chez la femme antillaise. Donc quand elle passe, quand elle se cambre. Donc on a voulu aussi que l'élégance, expliquer que l'élégance c'est à tout âge. L'élégance n'a pas d'âge. Donc on a intégré cette année dans notre programme les aînés, parce que bien souvent quand on vieillit, on a une perte d'estime de soi, et comme on sait que l'estime de soi c'est important pour se sentir bien avec les autres, donc cette année nous avons donc intégré les aînés qui vont participer à des ateliers où on les mettra en valeur, où on les fera belles. Et comme ça leur permettra de retrouver leur identité et de se sentir mieux dans leur peau. D'accord, donc ces ateliers, ils auront lieu durant ces 2 jours? Durant les 2 jours, en journée, pour les aînés. Donc ils arriveront vers 9h, 9h30. Ils seront accueillis par un groupe de personnes et ils passeront sur des stands qu'ils veulent, les ateliers qu'ils veulent faire, qu'ils souhaitent, en fonction de leur personne et de leur désir. Donc ce sera nous, on offre un accompagnement individualisé, personnalisé de ces aînés dans la journée. D'accord. Nous avons aussi le village, il ne faut pas que nous oublions les artisans, parce que nous travaillons vraiment sur Basse-Terre et toute la région du sud Basse-Terre. Et les artisans, tous les ans, jouent le jeu et ils arrivent vraiment pour promotionner ce qu'ils mettent, ce qu'ils produisent, ce qu'ils font. Et c'est vraiment moi je disais que c'est une unité et une cohésion qui fait de ce village quelque chose de très beau qu'il faut venir voir. Moi j'incite tous les Guadeloupéens à venir nous rencontrer et à venir découvrir ce que c'est que Basse-Terre. Basse-Terre a des opportunités terribles. Basse-Terre c'est une ouverture. Basse-Terre, il faut venir à Basse-Terre pour découvrir Basse-Terre. Le village, il sera situé où exactement? Alors le village est situé à la rue Bodo, oui. Bodo, Cabre et Pita. Donc on a une quarantaine d'exposants cette année. Et donc c'est depuis le matin, depuis 10h du matin jusqu'à minuit. Donc les artisans ils sont là. Et voilà, toute la journée, les gens peuvent venir acheter, regarder un peu le savoir-faire de nos artisans. Voilà, donc c'est toute la journée jusqu'à minuit. J'imagine qu'il y a eu un travail de collaboration, pour organiser tout ça. Ah ben oui, parce que c'est une très grosse manifestation. Donc on a toute une équipe, on a tout le bureau de l'association, tout le monde, les petites mains, tout le monde on se met ensemble pour pouvoir réaliser cette édition. Donc je tenais quand même à remercier les partenaires, parce que sans partenaires, on peut pas faire cette manifestation. C'est très important. Les partenaires privés qui nous ont beaucoup aidés cette année. Et on a aussi toutes les collectivités, la CCI, la région, le département, la chambre de métier. On a aussi la mairie de Basse-Terre, le Grand Sud Caraïbes qui nous accompagne depuis la première édition, et la CCI aussi qui nous accompagne depuis la première édition. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un petit retour sur les éditions précédentes? Comment ça s'est passé? Alors, jusqu'à maintenant, ça a toujours été un grand succès. Depuis la première édition, un grand succès. On a eu l'occasion de faire plusieurs thèmes. Messie l'habitude, on a eu l'Odyssée de Bodo. L'Odyssée de Bodo. On a fait aussi... dernière, c'était au du Rhum, Basse-Terre, voilà. Destination. Donc, on a déjà fait pas mal de choses et à chaque fois, le public redemande. Parce que quand on termine l'édition, le public nous demande déjà qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Donc voilà, donc il y a une demande, surtout que le public peut profiter des restaurants en terrasse et dans une ambiance festive. Donc ça plaît beaucoup et les gens adhèrent vraiment à la manifestation. Donc on appelle. Donc on encourage vraiment la population à venir. Et surtout, je voudrais juste compléter ce que disait Madame Glandor, ce qui fait la force de cette association. Je crois que c'est la symbiose qu'on a avec la présidente, d'une part, et d'autre part, le fait qu'on ait des valeurs communes qu'on veut partager, comme l'exemplarité, comme le fait d'être dans une unité. On peut avoir des différences et des opinions différentes, mais c'est cette unité qui fait que nous sommes une force de proposition sur Basse-Terre. D'accord. Donc on encourage vraiment à venir donc, entre le 30 novembre, donc jeudi, et vendredi 1er décembre, donc les nuits du shopping.
Basse-Terre, capitale de la mode. Voilà, c'est l'occasion de venir profiter de différentes activités, espace bien-être, show mode, danse, animation musicale, plein et artistes donc invités. Donc les artistes, ça ce sera quel jour? Les 2 jours. Les 2 jours aussi. Les 2 jours. Ok. Est-ce qu'on peut il y a des horaires, il y a un endroit où on peut avoir un vrai alors on met pas les horaires parce que vous savez quand on met les horaires, si l'artiste ne passe pas à l'heure, les gens, bon, voilà. Donc on demande aux gens de venir et de profiter. C'est surtout ça, profiter de flâner, de faire les magasins, d'acheter, voilà, c'est surtout ça. D'accord, ok. On reçoit justement Monsieur Lada Bruno, donc qui est président de l'Union des commerçants de Basse-Terre. On va pouvoir enchaîner avec justement les vendredis nocturnes qui se déroulent sur Basse-Terre. Donc c'est autre chose, mais c'est en même temps c'est en lien. Oui, c'est autre chose, mais c'est une continuité. Donc en fait, vous avez Carbodo qui fait sa manifestation le jeudi 30 et le vendredi 1er. Et nous derrière, avec la participation de Carbodo, l'association de Carbodo aussi, on enchaîne sur les vendredis. Donc tous les vendredis du mois de décembre, on sera ouvert au moins jusqu'à 20h. D'accord. Et on va proposer des offres ces jours-là aussi pour pouvoir inciter notre clientèle à venir nous voir. D'accord. Donc avec des animations aussi, ou c'est vraiment parce que c'est le temps est plus disponible pour venir faire des magasins? Alors c'est surtout pour pouvoir justement par rapport au temps, d'accord, par rapport à la gratuité du parking aussi, parce que bon, à ce moment-là les gens pourront venir faire leur achat tranquillement, et puis avec une autre, en fait les gens sont plus disposés à venir acheter, plus tranquilles, et puis on va annoncer aussi par rapport à la CCI, on est accompagné avec la CCI et la mairie aussi qui aura un concours vitrine. On va essayer de rendre la ville attractive. On a aussi, on remercie la... Comment dirais-je, alors excusez-moi. Donc on va remercier aussi la CCI parce que ils nous ont accompagnés sous la communication. D'accord. Donc tout ça va mettre une ambiance à Basse-Terre. D'accord. L'idée c'est vraiment de dynamiser Basse-Terre, l'activité commerciale. Exactement. D'accord. Avec toute à la fois l'association Carbodo, mais aussi toutes les opérations que vous allez mettre en place. Alors vous avez parlé de concours de vitrine, de décoration de Noël, c'est ça? Exactement. Oui. Le thème c'est la décoration de Noël. Donc on a annoncé. En fait, j'ai eu effectivement Monsieur Anthony qui nous a dit qu'il va justement mettre en place. Donc la ville de Basse-Terre va nous accompagner aussi là-dessus, d'accord. Donc mais c'est surtout ce qu'on veut dire à nos Basse-Terriens, enfin le Sud Basse-Terre, c'est que on sera présent pour les fêtes de fin d'année. D'accord, c'est vraiment pour dire qu'il se passe des choses à Basse-Terre et de venir en voir. Exactement. Est-ce que vous avez du coup d'autres projets en lien? Là on parle de Noël, mais est-ce qu'il y a autre chose à venir? Alors c'est vrai qu'avec Carbodo, on va faire une synthèse de l'année 2023. On va faire une belle réunion avec tous les commerçants de Basse-Terre pour qu'on puisse mettre en place des choses pour pouvoir développer Basse-Terre. Le but c'est vraiment de pouvoir développer Basse-Terre. D'accord. Et d'ouverture le samedi après-midi, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Alors là, on touche un point sensible. On essaie de batailler là-dessus. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que Basse-Terre, c'est une ville administrative. Et que c'est vrai que ça serait bien de pouvoir être ouvert le samedi après-midi. Maintenant, ça demande une certaine organisation, parce qu'on est des petites entreprises. Le chef d'entreprise qui est présent du lundi au samedi 13h, c'est pas toujours évident de pouvoir qu'il ouvre le samedi après-midi. Maintenant, effectivement, ça demande peut-être des embauches. Est-ce qu'on a les moyens de pouvoir embaucher? Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on puisse... C'est une réflexion à mener. Ouais, c'est une bonne réflexion. Parce que c'est vrai que si les gens travaillent, je parle en n'étant pas sur Basse-Terre, on sait que c'est ouvert le samedi, peut-être que ça va mobiliser aussi la population à descendre. C'est ça. Donc il faudrait d'abord travailler sur une bonne communication et puis donner le temps au temps, parce que ça fait des années qu'on est fermé le samedi après-midi.
après-midi. Et c'est vrai que si on communique et qu'il ne faut pas lâcher dès les premiers samedis, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra faire régulièrement et puis arriver à tenir, parce que bon, ben, c'est toute une culture qu'on va revoir. Mais en tout cas, on y pense fortement et j'espère qu'on va y arriver. D'accord. Donc on rappelle l'événement, donc 30 novembre, 1er décembre, et après tous les vendredis en nocturne sur Basse-Terre. Exactement. Et aussi je tiens à annoncer qu'on sera quand même ouvert le samedi après-midi des fêtes, le samedi 22, le samedi 29, le dimanche aussi le 31, d'accord, et le dimanche 24 aussi on sera ouvert. Donc on essaie vraiment d'être présent, d'ouvrir les plages. Vraiment. Voilà, exactement. Les gens puissent venir en tout cas sur Basse-Terre. Oui, voilà. Bon, ben merci en tout cas d'être venu, et on viendra avec plaisir sur Basse-Terre pour découvrir ces magasins, ces belles devantures. Voilà, on va enchaîner avec notre seconde pause publicitaire et on reviendra tout à l'heure pour nos chroniqueuses à la rencontre de soi ainsi que faire face. À tout à l'heure. Alors, vous êtes sur le ZCL News. On va enchaîner sur la troisième partie de l'émission et Barbara Montpierre, donc, qui est là, notre chroniqueuse, va nous parler de monoparentalité. On va voir le générique ensemble. Voilà, donc bonjour Barbara. Bonjour ma chère Iman. Donc tu n'es pas toute seule, tu es venue avec Lisa Dulac, donc, qui est présidente de l'association Autour de Maman. Exactement. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, enchantée d'être là aujourd'hui. Ravie. Alors aujourd'hui on va parler de monoparentalité. C'est ça. Mais écoute, un sujet si important, hein, voilà, qui je pense va faire écho chez bien des personnes. Et tu sais, hein, Iman et les téléspectateurs aussi savent à quel point je mets vraiment un honneur à parler des leviers de développement, de communication émotionnelle, de bien-être, d'écoute de soi. Et c'est lors du salon, d'ailleurs je salue la présence aussi à travers cette rencontre du salon, parce que c'est dans le cadre du salon. Voilà, famille, Timoun, parents, enfin maman, Timoun, famille. Voilà, c'est ça. Donc c'est une belle initiative d'ailleurs qui va être reconduite l'année prochaine. Et c'est vrai que c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Lisa. Voilà, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, son approche, l'association, et on va d'ailleurs en parler, tout en sachant qu'on sait combien c'est pas facile, voire même difficile, quand on est dans une famille monoparentale, quand on est monoparental, de pouvoir exprimer ses émotions. Alors je vais même trop loin, vivre ses émotions, déjà pour commencer ça, s'autoriser à vivre ses émotions, puisqu'il faut réagir, faire le quotidien, vivre tout simplement, aider ses enfants, accompagner ses enfants, etc. Donc autant de choses si difficiles au quotidien à faire, et souvent on peut se sentir très 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 seul. Exactement. Et voilà. C'est bien résumé. Oui, c'est sûr. Comment du coup vous intervenez, Lisa, avec votre association Autour de Maman? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui. Alors déjà, donc Autour de Maman, c'est une association pour les familles monoparentales. Donc on vient vraiment soutenir et accompagner les familles monoparentales par rapport à leur réalité, leurs défis et difficultés au quotidien. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'accompagner, soutenir les familles monoparentales, mais que les femmes, ou que les hommes, ou tout le monde? Les deux. D'accord. C'est-à-dire que c'est vrai que nous appelons Autour de Maman, puisque c'est vrai que 9 fois sur 10, c'est une maman, qu'une femme qui est à la tête de sa famille monoparentale, mais nous accueillons également bien évidemment des papas solos, et il y en a de plus en plus d'ailleurs. D'accord. Du coup, quelles sont les activités que vous proposez? Tout à fait. Et juste avant de parler des activités, ce que j'ai trouvé intéressant, tu vois, Iman, c'est vrai qu'on parle beaucoup des mamans, puisque c'est un fait.
comme tu l'as dit. Mais c'est vrai que les papas aussi sont concernés, ne sont pas oubliés dans cette association. Hein. Et j'ai trouvé ça vraiment important de pouvoir le souligner, puisque c'est vrai que nous, femmes, on parle de plus en plus, mais les papas ne parlent pas forcément et ne s'autorisent pas à faire savoir aussi leurs difficultés, puisqu'il y a cette casquette aussi qu'ils doivent avoir. Et finalement, ça ne laisse pas forcément l'espace à être soi-même et à pouvoir solliciter de l'aide. Tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, puisque à chaque fois, les papas viennent nous voir, mais et les papas puisqu'on s'appelle Autour de maman. Donc, c'est vrai qu'ils viennent réclamer justement ce droit d'être, en fait, d'exister aussi en tant que papa solo. Et justement, on les rassure en se disant, ce n'est pas nier votre existence, c'est votre réalité, mais qu'on explique justement l'historique et pourquoi ce nom d'Autour de maman. Mais une fois justement cette barrière un peu franchie, effectivement, ils se sentent à l'aise dans l'association. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur l'historique du nom? Oui. Alors, Autour de maman, mais comme je le disais, c'est vrai que 9 fois sur 10, c'est une femme qui est à la tête de la famille monoparentale. Et pour la petite histoire, c'est vrai que moi, personnellement, je suis issue d'une famille monoparentale. J'ai été élevée par ma mère seule et aussi bon nombre des personnes qui constituent le conseil d'administration. Voilà. Donc, c'est vrai que spontanément, nous sommes tournés autour de la maman, sachant, nous l'avons vécu en tant qu'enfant. Voilà. Donc, on a voulu vraiment soutenir parce qu'on sait justement les difficultés par lesquelles passent les mamans lorsqu'elles pleurent dans la chambre et que, à l'abri du regard des enfants, on l'a connu, on le connaît, et donc du coup, on a voulu vraiment, à travers cette association, dire aux parents solos, vous n'êtes pas seuls face à votre réalité, vous n'êtes pas seuls et nous sommes là. D'accord, donc du coup vous proposez plusieurs accompagnements ou activités, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors effectivement, donc en fait on est vraiment dans un accompagnement assez global, c'est-à-dire que le parent solo qui arrive chez nous, et vous voyez bien, je dis bien le parent solo, donc pas la maman solo, mais le parent solo qui arrive chez nous, il faut qu'il puisse trouver en fait une réponse par rapport à sa problématique, à ses questionnements. Voilà, et donc effectivement nous avons une équipe pluridisciplinaire vraiment qui va intervenir. Donc nous avons des psychologues par exemple, nous avons mis en place un point écoute où grâce à ce point écoute, les parents vont pouvoir exprimer des difficultés qu'ils rencontrent de manière ponctuelle ou moins suivie. En tout cas, on n'est pas dans la thérapie, mais on est vraiment dans des avancées, des situations de crise. Voilà. Je pense à cette maman, par exemple, dont le fils avait fugué, qui était rentré à la maison, mais du coup, il est rentré, mais je fais quoi maintenant? Voilà. Oui. Donc, ça lui a permis, par exemple, de pouvoir exprimer, de pouvoir gérer cette situation de crise. Nous avons également une médiatrice familiale qui est diplômée d'État. C'est important, pourquoi? Puisque le fait d'être diplômée d'État lui permet d'accompagner le parent jusque devant le juge aux affaires familiales. Voilà. Constitue un dossier de médiation, mais je précise qu'elle est vraiment là pour pouvoir travailler à rétablir des relations saines et équilibrées, pas pour charger l'autre parent, parce que ça peut nous arriver aussi bien sûr. Dans le cadre de conflits. Donc on est vraiment dans la bienveillance, dans les différents types d'accompagnement. Et de la neutralité, j'ai envie de dire quelque part. Exactement, c'est très très important. Nous avons également des groupes de parole, voilà, qui fonctionnent 2 fois par mois. Pour l'instant, voilà, certainement on en aura plus, où voilà, on vient exprimer, poser des mots sur les difficultés qu'on rencontre. Ça permet aux parents entre eux d'entendre ce que vit l'autre et de se dire je suis pas seule, de se donner des solutions entre parents, mais aussi avec le professionnel présent, recevoir des conseils pour prendre de la distance, prendre du recul et mettre en pratique les conseils du professionnel. Voilà, donc oui. Et sur ce point-là, je trouve ça vraiment très intéressant et important, puisque l'une des problématiques, je le disais pour l'homme, mais c'est aussi valable pour la femme, c'est ce côté aussi de pouvoir ne pas s'autoriser à parler, à exprimer une difficulté, à se dire, avec ce qu'on va appeler des croyances limitantes, eh bien c'est comme ça, quand on veut faire, il faut que j'assume, il faut que je fasse, je dois me débrouiller, c'est comme ça. Tu es seule, c'est comme ça. Par exemple, je vais loin, je prends des images fortes et avec ces fameux messages contraignants qui deviennent des croyances qui nous limitent. Et c'est vrai que dans ce que tu proposes avec l'association et tout l'encadrement, eh bien ça permet, ça favorise l'espace où on s'accueille soi-même avec ses difficultés. On échange aussi avec d'autres personnes qui peuvent être confrontées à des situations qui soient similaires ou autres. Ça permet de vraiment faire véhiculer la bienveillance, faire véhiculer l'amour aussi, pour qu'on se sente finalement entouré et accompagné. Donc je trouve vraiment cette initiative très, très importante. Voilà, et puis bravo pour
pour ça. Merci beaucoup. Et pour compléter, si je peux compléter un petit peu ce que tu dis, c'est vrai que les mamans qui poussent la porte d'Autour de Maman, souvent, c'est parce qu'il y a un trop-plein. Le vase est rempli, ça commence à déborder, ou alors c'est sur le point de déborder, donc... Waouh, on cherche une soupape là, on cherche quelque chose pour j'ai besoin de parler, voilà. J'ai besoin de parler, j'ai besoin d'être écoutée, j'ai besoin de rencontrer d'autres personnes. Et les papas qui vont pousser la porte Autour de Maman, c'est plutôt pour la médiation familiale, voilà, par rapport à une relation avec son enfant, l'éducation ou avec l'ex-conjointe, voilà. Donc c'est vrai que il y a une différence en fait entre oui, pour l'instant c'est assez marqué, je dirais, et l'homme dans cette problématique. Oui, et c'est intéressant ce que tu dis là, parce que ça parle aussi du fait que on a tous nos émotions, hein, donc ça c'est que je le répète régulièrement, c'est biologique, donc c'est sûr que les émotions c'est une réaction qui est biologique, par contre on va la vivre, qu'on soit homme ou femme, de façon différente. Et à travers ce que tu dis, l'homme est dans une recherche de solutions concrètes, c'est pas dire qu'il n'a pas ses émotions, hein, mais il va être dans une recherche de solutions concrètes pour l'accompagner dans une situation. La femme, elle va arriver dans une situation de trop-plein parce qu'elle n'aura pas peut-être réussi à s'organiser, se laisser ce temps pour accueillir ses émotions et puis se dire c'est comme ça, j'ai besoin aussi de ce temps-là pour encaisser et pour être accompagnée, appelée à l'aide sans culpabiliser. La culpabilisation, pardon, je vais y arriver, va être quelque chose qui va être un frein finalement aussi à ce que, elle puisse faire la démarche. Et quand elles font la démarche, c'est parce que ça a explosé, je fais comment, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, par rapport aux personnes que vous gérez, les personnes qui viennent, est-ce qu'il y a des difficultés particulières de comment gérer ces parents-là? Est-ce qu'il y a des fois des choses qui bloquent à l'accompagnement? Alors, je dirais un certain déni pour certains parents. C'est-à-dire que ça m'arrive régulièrement de rencontrer, lorsqu'on fait des stands, on couvre des événements pour se faire connaître, de rencontrer des parents sourds qui nous disent en fait, ils ont peur d'être catalogués. Si je vais Autour de Maman, c'est que je suis en difficulté. Alors que pas forcément en fait. Et c'est vrai qu'il y a ce premier frein de se dire j'ai peur d'être stigmatisée, d'être cataloguée maman dépressive ou voilà, se dire quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça peut être une première barrière justement, mais qu'on travaille à déconstruire, hein, pour dire non, en fait, juste le fait d'être avec d'autres parents qui vivent les mêmes réalités, de parler de vos réalités tout simplement. Voilà, c'est-à-dire que dans Autour de Maman, nous n'avons pas des parents, nous avons eu des parents en grande difficulté, dépressifs, voire même suicidaires, c'est arrivé. Mais non, la majorité des parents de l'association se portent bien, mais avec des réalités qui sont bien réelles, qui sont les leurs, et ils discutent tout simplement entre eux. Donc c'est vrai que oui, effectivement, il peut y avoir parfois ce frein-là de se dire ok, mais si je vais là, mais surtout par rapport à la médiation familiale d'ailleurs, souvent les mamans elles vont se dire ok, je veux bien parler aussi, mais par contre la médiation, alors qu'il y a besoin, hein, c'est pas dire qu'il y a un vrai besoin dans le foyer avec l'ex-conjoint, mais non, c'est comme si je vais ouvrir une boîte de Pandore et je sais pas où ça va mener, puisque ça m'engage moi émotionnellement, psychologiquement, mais ça engage aussi les autres membres de la famille, et eux c'est comme s'il y avait une forme de honte. Tu parlais de culpabilité, mais c'est un peu ça aussi. C'est ça, tout à fait. Voilà. Et donc c'est de dépasser ça, c'est aussi votre accompagnement qui permet de dépasser cet obstacle-là, en fait. Tout à fait. D'accord. Dépasser la honte, la culpabilité et la peur aussi. C'est ça. La peur parce que je commence un processus, mais où est-ce que ça va me mener? Est-ce que ça va aboutir à quelque chose de positif ou est-ce que je vais être pire qu'avant? Voilà, c'est ça aussi. Et tu vois, dans ce que tu dis, la peur, on va aller rapidement sur la partie la peur aussi dans le cadre de relations toxiques. C'est un sujet aussi que j'ai abordé, d'aborder, qui est tout à fait d'actualité. C'est vrai qu'on peut avoir cette forme d'isolement. Ils peuvent avoir cette forme d'isolement aussi par peur de représailles, par peur de savoir ce qu'on a fait, par peur justement d'être cantonné à une situation qui ne convient pas, hein, mais par peur justement d'être confronté à de la violence, que ce soit psychologique, verbale, que ce soit qu'à la violence physique, c'est encore d'actualité avec tous les événements qu'il y a eu, et c'est vrai que ça peut aussi être un frein à pouvoir faire le pas. Donc, et ce qui est un engrenage, hein, puisque finalement ça emmène au pétage de câbles où je ne peux plus, je supporte plus et j'en peux plus. C'est ça.
Donc, d'accord. Et du coup, justement, est-ce que Barbara, toi, tu pourrais proposer des tips pour justement accompagner au mieux les personnes Tout à fait. Je pense que ça nous parle, hein, n'est-ce pas, Iman? La première chose, eh bien, je le dis souvent, prenons le temps de vivre nos émotions. Il faut prendre ce temps-là pour voir qu'est-ce que l'émotion me donne comme information. C'est OK d'être mal, c'est OK d'être triste, j'ai le droit de l'être, ça donne une information sur ce que je suis en capacité d'accepter ou non. Pour poser la limite, eh bien, j'ai besoin d'aide, c'est OK. Donc, pour arriver à la phase d'acceptation, hein, donc de dépasser le déni, je prends ce temps pour reconnaître. Et si ça me rend triste, eh bien, c'est nécessaire pour que je puisse passer à l'acceptation et passer à l'action. Donc, je prends ce temps, cet espace dont j'ai besoin. Pourquoi ça va être important pour les enfants? Parce que si je prends le temps, cet espace pour moi, pour vivre mes émotions, ça voudra dire que je serai plus réceptive et je pourrai mieux aussi communiquer à mes enfants cette importance de vivre les émotions dès le plus jeune âge. Donc, prendre ce temps pour moi. Je serai beaucoup plus amène de pouvoir discuter avec mes enfants. Voilà. Donc, ça, puisque je sais qu'on est coincé aussi, question timing, mais c'est la première chose que je dirais, c'est ça. Ensuite, culpabilisation, je mets de côté, même si c'est facile à dire, je peux me faire accompagner, hein, donc, parce que par l'association, par des coachs que nous sommes, par des thérapeutes ou autres, en fonction de la problématique que nous pouvons avoir, mais je fais un pas vers moi, je fais un pas en sortant de la culpabilité par l'action. Et si ça passe, comme je disais, par un moment où je ne peux ne pas être bien, c'est pas grave de ne pas réussir, c'est pas grave d'y arriver, c'est humain, parce que nous sommes premièrement des humains, nous avons nos faiblesses. D'accord, on peut peut-être donner le contact de l'association pour les personnes qui souhaiteraient adhérer et participer aux ateliers. Oui, alors donc vous pouvez nous joindre au 06 90 157 657, voilà, donc ça c'est le numéro de l'association, ou donc je suis joignable aussi sur WhatsApp, n'hésitez pas, par mail à l'adresse mail contact@autour, donc c'est O-T-O-U-R, le chiffre 2, maman au singulier.fr. Voilà, contact@autourdemaman.fr. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. Voilà. D'accord. Et si vous aviez une parole justement d'espoir à donner aux téléspectateurs pour finir. Alors juste avant, si je peux me permettre, que on est vraiment en plein développement, voilà. Donc n'hésitez pas à nous faire parvenir des dons, à aller sur notre site internet aussi, www.autourdemaman.fr. Si vous voulez soutenir l'association en tant que mécène, si vous avez une entreprise, etc., n'hésitez pas, nous avons réellement besoin de vous, parce que c'est une cause vraiment importante. Et puis pour la parole vraiment d'espoir, c'est que je dirais aux parents, vous n'êtes plus seuls, voilà, vous n'êtes plus seuls. Si vous vous sentiez seul avant, il ne faut pas hésiter à dépasser justement cette peur-là et à venir frapper à la porte. Nous sommes remplis de bienveillance et d'amour, donc vraiment venez nous voir, et je suis sûre que cela vous fera le plus grand bien. Et moi, juste par rapport à ce que tu dis, pour dire ce que je conseille aussi, accordez-vous d'être vous-même. C'est OK de ne pas être bien. C'est OK de le ressentir pour pouvoir mieux agir en faisant appel justement à des professionnels pour nous encadrer, nous accompagner. Et cette association que tu as mis en place avec ton équipe est un exemple que c'est possible. Donc tout est possible dès qu'on est en phase avec soi-même. Voilà, tout est possible, ce sera le mot de la fin de la chronique. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va enchaîner avec notre petit reportage de Maurice Cessé qui fait un bilan d'étape de la SIOM, l'occasion de revenir sur ces événements qui se sont déroulés sur Paris. Voilà. Philippe Vigy, ministre délégué chargé des Outre-mer, a terminé le bilan étape du SIOM après les autres régions Outre-mer, avec une délégation de Guadeloupe ayant à sa tête les présidents Harry Chalus et Guy Losbar, respectivement président de la région Guadeloupe et président du conseil départemental. Ces réunions avec les élus avaient pour objectif, je vous rappelle, d'accélérer la mise en application des 72 mesures issues du SIOM, dont 10 sont déjà appliquées et que 15 sont en cours de finalisation. Lors de cette rencontre, rue Oudinot, les élus ont pu même aborder des dossiers spécifiques à la Guadeloupe, tels que la pêche, la santé ou encore la continuité territoriale.
Eh bien, c'est que nos deux présidents puissent effectivement parler des projets que nous avons sur le SIOM et que les parlementaires puissent nous appuyer là-dessus et intervenir aussi quand il le fallait. Il faut rappeler que l'objectif du SIOM, c'était que nous soyons co-construction, que les décisions ne soient pas prises au niveau donc, du gouvernement, sans qu'il y ait cette concertation avec donc, les élus. Et nous, au niveau donc, des élus guadeloupéens, ce que nous faisons, c'est que nous sommes en bloc. Il y a d'abord une réunion sur les différents dossiers, mais nous avons exigé au niveau donc, du ministre de l'Outre-mer que nous soyons dans cette démarche de co-construction. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, sur les différents points au-delà des dossiers du SIOM, il y a un certain nombre de dossiers qui concernent la Guadeloupe, qui n'étaient pas retenus dans le cadre du SIOM, mais qui ont été traités, que nous avons longuement discuté. Justement, lesquels? Il y a eu l'aéroport, le port, il y a eu les pêcheurs, il y a eu la santé, le PNAF, la santé, des dossiers effectivement très importants pour la Guadeloupe. La continuité territoriale, puisqu'on sait comment nous sommes un archipel, cette nécessité que le lien soit fait avec la Guadeloupe proprement dite, mais aussi avec l'Hexagone, puisque beaucoup de Guadeloupéens se plaignent aujourd'hui sur le coût donc, des billets, et on sait comment c'est pénalisant pour les familles, mais aussi sur un plan du développement touristique. D'abord, je suis très heureux. Le président de la région était là, le président du département était là, les parlementaires étaient là, le président de l'association des maires était là. Donc on a vraiment fait ce travail à la fois sur les mesures SIOM, mais beaucoup plus largement que ça. On a parlé de la santé très longuement, on a parlé de port, on a parlé d'aéroport, on a parlé naturellement de continuité territoriale, on a parlé de production industrielle pour renforcer le développement économique de la Guadeloupe. Donc vous voyez, tous les sujets ont été abordés. Et comme je m'y étais engagé depuis le début, ce sont des moments de rencontre et de dialogue où c'est très simple. Ceux qui viennent à ma rencontre nous proposent des thèmes, ils choisissent les thèmes et on répond aux questions qui nous sont posées. Alors on est de retour sur le plateau donc avec Miguel Dauvergne qui va enchaîner avec sa chronique Faire face. Donc aujourd'hui on parle d'amour. Oui, on va parler d'amour si vous le voulez bien. Oui, avec grand plaisir. Alors on voulait parler de la tragédie d'amour, mais je crois que tu avais autre chose avant. Alors oui, à dire. Je crois que c'est important. J'ai pris note qu'il y avait en 2021 208 000 victimes, oui, violence conjugale, 208 000 victimes en 2022, 244 000, il y a une augmentation de 15%. Il y a, en 2021, il y a eu 121 femmes mortes. En 2022, il y a eu 118. Et les hommes, parce que je parle aussi des hommes, entre 2012 et 2021, il y a eu une décroissance. C'est-à-dire qu'il y a eu 31 hommes morts donc, en 2012 et en 2021, on en a recensé 21. Je pense tout simplement que c'est par rapport à l'orgueil aussi. C'est compliqué pour un homme d'aller dire je viens de me faire battre par mon compagnon ou ma compagne. Et c'est vrai que c'est difficile. Mais on va parler d'amour quand même. Ah oui, parlons d'amour. Parce que je pense qu'on a besoin d'amour. Je regardais là en arrivant sur la route, les gens sont tristes, les gens sont dans les pensées, les gens sont dans la réflexion, les gens sont égarés et les gens ont besoin d'amour, vraiment. Et donc, tu nous parles de ton histoire d'amour, mais oui, quand même qui s'est transformée en tragédie quand même. Oui, elle s'est transformée en tragédie. Alors, pour moi, l'amour, c'est un sentiment qui est doux, qui est profond, mais ça peut être parfois un sentiment intense, un peu sauvage. Voilà, un peu intense. Donc, lorsque j'ai rencontré le père de mes enfants, vraiment, c'était l'amour idéal pour moi. Voilà, notre histoire était intense. Et c'est vrai que lorsqu'on s'est rencontrés, j'avais vraiment l'impression d'être sur la même longueur d'onde. J'étais vraiment en phase. Ouais. C'est un homme qui est toujours, d'ailleurs, donc très intelligent. Il est cultivé. Et j'avoue que j'étais un peu émerveillée par cette face. Et il me faisait un peu voyager. Et puis les choses se sont... Qu'est-ce qui a fait que ça a basculé? Alors moi je suis tombée enceinte et c'est vrai que dès lors où je suis tombée enceinte, il y a eu un changement radical. Et je pense qu'il n'était pas prêt, comme beaucoup d'hommes ou beaucoup de personnes tout simplement, parce que je parle de l'homme, mais ça peut être aussi de la femme, qui ne se sont pas prêts à
à se lancer dans des responsabilités qui est d'avoir un enfant. Ça change. Hein. Ouais. Quand vous êtes seul, quand vous êtes 2, quand vous êtes 3 ou 4 ou 5, ça change, la vie change. Et je pense qu'il n'était pas prêt à avoir... alors, il voulait avoir beaucoup d'enfants, il en voulait 5, mais il n'était pas prêt. Je pense qu'il n'avait pas pris la mesure de ce qu'est la responsabilité d'une personne lorsqu'on a un enfant. D'accord, c'est ce qui a fait la bascule en fait. Oui, la bascule, oui, et puis moi mes sentiments étaient réels et je pense que les siens étaient facultatifs. Facultatif, c'est un mot intéressant. Intéressant, oui, facultatif. Alors, accessoire. Accessoire, donc optionnel, donc est-ce qu'on peut développer? Je pense que j'étais sa chose. D'accord. Je pense que j'étais son objet. Je pense réellement qu'à partir du moment où on a quelqu'un avec qui on vit, mais cette personne doit être démontrée, doit être mise en avant, comme un cadeau, comme un jouet, voilà. C'est ma femme, c'est mon mari. C'est le possessif qui est important. Voilà, c'est ça. C'est ma maison. Voilà. Il n'y a plus cette histoire de respect de l'autre. C'est plus pour se valoriser soi-même. Et du coup, comment on arrive à ce genre de situation? Comment ça se produit? Eh bien, comment dirais-je? Je pense qu'avant tout, nous devons nous considérer nous-mêmes. Nous devons nous aimer nous-mêmes. Je pense qu'il y a fondamentalement un souci par rapport à l'amour de soi. Et qui dit amour de soi, c'est aussi respect de soi. Moi, je pense vraiment, et je vous invite, chers téléspectateurs, à vous mettre face à votre miroir et à vous regarder et vous demander si vous vous aimez. Que ce soit la victime ou le bourreau, peu importe. Moi, je pense très sincèrement, parce que je pense que le problème démarre là. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour te reconstruire? Après avoir porté plainte, ce qui a été très douloureux, je me suis recoquevillée. Je me suis retrouvée seule aussi. Bon, j'avais mes 2 enfants, mais j'avais besoin de faire le vide. Et je pense que c'est important de pouvoir faire le vide pour savoir qu'est-ce qui n'a pas pris, où la mayonnaise n'a pas tourné. C'est pas possible, bien un truc. Je suis une femme gentille, je suis une femme aimante. Qu'est-ce qui a fait que? Voilà. Et on se pose ces questions existentielles aussi à un moment donné. Pourquoi je suis sur Terre? Parce que c'est pour vivre ça, il y a quelque chose. Il y a un décalage complètement. Maintenant, ça va mieux. Ouais, je suis heureuse. Oui. Et j'invite les téléspectateurs vraiment à avoir ce sentiment d'amour pour soi, d'être heureux réellement. Peu importe qu'on ait beaucoup ou qu'on n'ait pas beaucoup, d'être heureux avec soi-même. Et j'ai écrit des petits mots pour l'amour parce que c'est important et je vous invite vraiment à vous aimer. Alors pour moi, l'amour comble tout. L'amour réconcilie, pardonne tout, même la chose la plus dure pour nous, même la chose impensable, la plus impensable. L'amour nous élève, nous conduit et résonne en nous et pour les autres. L'amour nous sauve. Lorsque nous sommes dans un univers de violence, l'amour apaise l'atmosphère. C'est extrêmement important. Et c'est comme un pansement. C'est pour ça que je vous invite à vous aimer et à vous poser la question réelle aujourd'hui. Est-ce que je suis heureux? Si je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse, eh bien il faut changer. Il faut changer quelque chose en tout cas. Voilà. Donc l'amour de soi, c'est la clé. Voilà. Oui, l'amour de soi, c'est la clé. C'est la clé principale. Oui. En tout cas, merci pour ta chronique et j'espère qu'elle donnera espoir à beaucoup de personnes voilà, pour faire un levier, changer et tout à fait. Passer à l'action. Nous sommes tellement forts, vraiment. Merci beaucoup. Alors, on va conclure cette émission. Revenir, donc aujourd'hui, nous avons eu plusieurs invités. On a eu Aline Mugerin dans sa chronique On nous prend tant, Gadez-nous, qui recevait donc Karine Gabon, qui est plasticienne. Ils ont pu parler, entre autres, de l'impact des jeux vidéo sur la vision et aussi du vernissage qui aura lieu dans la boutique de Aline Mugerin. Donc, voilà. On a eu aussi Chantal Couchy
Corinne Glandor qui nous ont parlé de la nuit du shopping qui aura lieu sur Basse-Terre, ainsi que monsieur Bruno Lada qui parlait des soirées nocturnes donc qui auront lieu sur Basse-Terre le vendredi de tous les vendredis du mois de décembre. On a eu Barbara Montpierre ainsi que Lisa Dulac qui nous ont parlé de la famille monoparentale et comment mieux vivre cette monoparentalité, donc avec l'association Autour de Maman. On vient de voir avec Miguel d'Auvergne la chronique Faire face, où la thématique était autour de l'amour de soi. Au niveau de l'actualité, on a traité du lancement de l'atelier VIF, donc des violences intrafamiliales, qui a été mis en place donc, dans le cadre du département, donc avec pas mal d'actions qui seront mises en place et coordonnées. Il était aussi question de la semaine de l'entreprise à l'école, donc sur Saint-Claude, des collégiens lycéens ont pu être sensibilisés au monde économique et professionnel. On a aussi parlé parentalité à Petit-Bourg, donc avec la ville de Petit-Bourg qui organise des événements en lien avec la valorisation, l'estime de soi, comment soutenir les parents dans leurs compétences parentales. Et un petit mot sur Ontiziédou, donc 3e édition qui a eu lieu hier en hommage à Anzala, donc l'occasion de mettre en lumière les grandes figures de l'archipel guadeloupéen. Voilà pour les titres. On termine, il est 14h02. Et donc on se retrouve demain pour le ZCL. Passez une bonne journée et bon appétit si vous n'avez pas encore mangé.